Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 27 décembre 2024. Alors, on est toujours dans la semaine les 2 semaines de fin d'année avec le Noël qui est passé. J'en profite pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes et merci à tous du soutien sur la chaîne. Et bientôt donc le jour de l'an avec des volumes toujours un peu plus faibles parce que beaucoup d'investisseurs, notamment les gros fonds, sont partiellement en congé et on a toujours à cette période-là, on va le voir après, des mouvements qui sont pas énormes, sauf sur certaines actions où on a des annonces des fois qui font un peu acheter ou vendre, mais la plupart des investisseurs sont en mode risque zéro pour la fin d'année avant de reprendre. On a toujours une saisonnalité un peu moindre fin décembre, même si on est plutôt haussier. Alors on va voir sur les différents indices après, quelques actions, toujours les valeurs du CAC et quelques grosses variations. Et on va commencer cette fois avant de voir les actions par le Bitcoin. Pourquoi? Parce que le Bitcoin a atteint juste avant les fêtes son nouveau plus haut historique à près de 108 000 $. Et depuis, on est déjà en train de consolider au niveau de la MACD. On le voit ici depuis le 25 novembre. On a une consolidation qui se fait plus ou moins à plat, donc plutôt un signe de force. On avait dit qu'après les 100 000, il y aurait certainement un petit reflux. Elle a quand même été chercher les 108 000. Et elle commence à consolider avec quand même des zones de rachat toujours autour des 92 000. On l'a vu le 5 décembre, on le revoit dernièrement ici le 20 et le 23 décembre. Alors le vrai support sur le Bitcoin, il est ici sur les 73 000. C'est celui-là qu'on n'a pas été retesté. C'est pour ça que, comme les actions, le Bitcoin, le marché aime bien quand même retester des zones clés, notamment des supports qui ont servi de résistance, qui n'ont pas été testés une deuxième fois. Et là, on le voit, ça n'a jamais été le cas, parce que depuis qu'on l'a cassé ici le 6 novembre, on est haussier. Donc peut-être une longue conso à attendre. Maintenant, sur le long terme, ça reste toujours intéressant, le Bitcoin et la plupart d'autres cryptos, même si on n'est pas dans le même système exactement sur les altcoins, et il y a beaucoup d'altcoins qui vont décevoir, mais bon, la sécurité, c'est quand même le Bitcoin et éventuellement l'Ethereum. Pour le long terme, parce qu'on a toujours beaucoup d'investisseurs, et notamment les États. On a vu les États-Unis, les gros fonds qui sont obligés d'acheter des bitcoins pour proposer des ETF aux investisseurs. Donc on aura certainement un mouvement haussier qui va se continuer. Maintenant, le but, c'est peut-être de l'avoir un peu moins cher et d'attendre cette fin de conso. Ici, autour des 80 000. Peut-être que ce sera intéressant au début de l'année 2025. On va regarder avant les matières premières, les indices. Alors en Chine, pas grand-chose. Et ça fait un moment qu'il ne se passe plus grand-chose. On attend toujours un peu l'impact du plan de relance chinois. Mais on a quand même eu beaucoup d'achats sur les actions. Et puis finalement, après, peu de ventes et une accumulation. Alors là, il n'y a rien de nouveau ces dernières semaines. Donc on va le passer rapidement. On va plutôt voir les marchés américains et français, notamment le Dow. Alors aujourd'hui, on est à quasiment moins, monté à moins 0,8 tout à l'heure. Alors ça, c'est le Dow Jones. Ce qui est bien sur le Dow, c'est qu'on est venu combler le gap de l'élection de Donald Trump. Manque de catalyseur, on l'a dit, c'est les 2 semaines qui sont un peu en mode vacances. Donc les tendances ne vont pas forcément se faire. Il n'y a pas eu de grosses annonces aussi. Et les petites vagues, c'est des petites sous-vagues qu'on a dans des grosses vagues. Il n'y a pas, a priori pas de réel changement. On le verra avec les chiffres, les annonces, l'économie qui vont suivre. Mais pour l'instant, a priori, à part un gros cataclysme, on n'aura pas de gros changements avant probablement le 6 janvier, où ça va reprendre sérieusement. On le voit ici, déjà les volumes ces derniers jours sur le Dow assez faibles. Sur le Nasdaq, c'est un peu la même chose. On le voit, ici, depuis le 23 décembre, on a des volumes assez faibles sur les marchés. Alors, le Nasdaq, toujours extrêmement fort. Et on va voir notamment quelques valeurs tech qui peuvent être intéressantes et nous donner une indication sur l'économie à suivre, notamment aussi avec les tensions qu'on a en Asie pour les puces et les semi-conducteurs. Et puis le CAC qui prend quand même 1%.
et qui va faire peut-être son deuxième rebond. On avait fait le premier pour aller dépasser les Bollinger et 3 moyennes sur 5. On a rendu la moitié en gros, et maintenant on est peut-être sur le final, hein, le rallye qu'on attend, qui est pour l'instant assez moyen, que moi j'espère toujours sur les 7007 environ. Ça manque un peu de catalyseurs, surtout sur les marchés français, hein, qui sont fortement pondérés en luxe. Le luxe, on attend la Chine, hein, la reprise de la Chine, et en énergie, avec notamment Total. Et la demande est pour l'instant aussi un peu moyenne. Et le prix du pétrole aussi a du mal à repartir. Donc forcément, le CAC 40 finalement, avec ces deux secteurs qui sont pas au mieux, s'en sort quand même relativement bien, on va dire, sur ces dernières semaines. Mais sur le cas de l'année, hein, c'est pas le cas. On est plus ou moins en négatif, hein, sur l'année, ou légèrement positif. Non, on est en négatif. On est ici au... Hop. On est légèrement négatif, hein, sur le CAC en termes par rapport au 1er janvier. Donc toujours largement décevant. Mais ce qu'on va regarder, évidemment, c'est la visibilité. Ce que peut apporter les prochains mois. Et donc quels secteurs vont ou pourraient fonctionner. On en parle souvent ici, notamment avec la Chine et éventuellement les États-Unis, avec la guerre commerciale, notamment sur les secteurs un peu tech qui vont être sous pression. On va regarder également, je voulais voir les matières premières. Un petit point un peu plus long, hein, aujourd'hui avec alors le Brent, justement, c'est le pétrole. Et cette demande de pétrole, on sait que les pays producteurs de l'OPEP ont justement retardé leur hausse de production, parce que c'était prévu qu'ils augmentent un peu leur production pour gagner un peu plus, mais forcément mécaniquement ça va baisser le prix du pétrole. Ça n'a pas été fait parce que la demande tarde à revenir, que ce soit en Chine mais aussi aux États-Unis. On sait qu'il y a un tassement un peu global. Donc finalement le cours, on le voit, le cours du pétrole qui reste plus ou moins stable dans une figure, alors plutôt vers le bas de la figure à court terme, hein, au-delà des 70 $ quand même. Mais si on prend le long terme, on est toujours dans un pétrole super haut et super cher. Et ce qu'on attend, c'est ça, hein, c'est cette petite phase ici qu'on a rarement eu, parce qu'on a eu souvent des mouvements un peu longs pour aller taper les résistances et revenir sur les supports. Et finalement, cette phase qu'on a ici depuis en gros la rentrée, on l'a pas trop connue sur le pétrole. C'est-à-dire qu'on a un tassement, un peu une congestion sur les prix du pétrole, un peu en mode attente pour voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va capituler un peu? Est-ce qu'il ne va pas y avoir assez de demande pour soutenir un prix du pétrole sur ces niveaux-là? Ou alors la demande va enfin commencer à revenir avec, on espère, toujours la Chine pour reporter le pétrole au-delà des 75-76 $. Et là, c'est un peu ce que nous dit le marché. Il est en mode attente. Alors en plus, avec les fêtes, ça va pas aider. Donc difficile peut-être d'en sortir ou de voir un gros changement avant le début janvier. Mais c'est un peu ça qu'on voit, hein, quand même sur les marchés au niveau du pétrole et donc de la demande un peu mondiale. On est un peu en attente et on attend un peu les nouvelles et les catalyseurs qui pourraient faire exploser la demande ou à contrario nous amener vers une croissance ultra faible, voire une récession. Le cuivre, là aussi, c'est un des matériaux qu'on suit énormément, hein, en rapport notamment avec la construction, l'électrification et la reprise un peu en Chine. On revient sur des points bas qui sont pas cassés, ça c'est pas mal. On est revenu ici, mèche basse le 14 novembre, c'est racheté. Mèche basse le 2 décembre, c'est racheté. On revient sur les mêmes niveaux le 18-19 décembre, c'est en train d'être acheté. On est également sur une petite oblique ici. Un point d'impact, 2 points, 3 points, 4 points ici, on a failli casser. Non, on est sur le 5-6e fois qu'on essaye de casser cette dynamique baissière. Et quand on voit les rachats sur ces niveaux-là, et puis la volatilité aussi qui devient de plus en plus faible, on peut espérer peut-être un retour. Mais là, comme d'habitude, il faudra que la Chine donne des bonnes nouvelles, des signaux de reprise qu'on n'a pas tellement pour le moment, mais qu'on devine quand même sur certaines valeurs et certains secteurs, notamment, hein, que ce soit l'acier et la construction. Donc oui, le cuivre sur des points bas
plutôt intéressant pour moi, je pense. Moi, je suis toujours sur le cuivre et je vis surtout l'année 2025 avec une reprise et un retournement long terme, hein, sur le cuivre. On a également le palladium qui peut servir aussi pour la reprise et surtout le secteur auto. On a vu déjà un début de reprise, c'est un peu un bien grand mot, plutôt de rebond technique sur le secteur auto. On l'a vu avec Renault notamment, mais surtout avec les valeurs chinoises, que ce soit BYD ou Xpeng ou autres, qui elles ont bien monté et puis ont rendu très peu finalement. Donc on est plutôt dans cette dynamique-là assez positive sur le secteur auto. Et donc le palladium, il est là. Le palladium qui a fait déjà son rebond technique, qui est revenu sur des niveaux d'avant rebond, d'avant explosion. Et finalement, là aussi, c'est assez peu cher. Et finalement, pourquoi aller plus bas? Pourquoi vendre plus le palladium qui est déjà au tapis? Les scénarios qu'on a sont plutôt vers une relance et un prix de ces matériaux qui devrait grimper en 2025. Donc jouer ces matériaux-là, comme le cuivre, comme le palladium, sur des niveaux assez faibles fin décembre, ça me semble aussi intéressant. Alors oui, le scénario catastrophe existe toujours, c'est-à-dire qu'on n'est pas de relance et finalement la croissance s'enlise en 2025, auquel cas on irait plus bas à la fois sur le cuivre, à la fois sur le palladium. Mais c'est pas tellement mon scénario. Je pense qu'on ira quand même aller chercher des beaux retournements sur ces matériaux-là. On a également le blé. Pas le blé, le maïs, pardon, on en parlait ici du maïs avec un achat à faire autour du 10 décembre. Hein. On confirme depuis, on est en train de confirmer ce petit canal haussier et un retournement aussi probablement sur le maïs. Et enfin, on va parler du gaz quand même, avec le gaz naturel, avec ce qui se passe en Russie et les contrats qui arrivent à la fin. Notamment des pays d'Europe de l'Est qui achètent toujours du gaz aux Russes et qui devraient peut-être se tourner vers d'autres exportateurs, notamment la Norvège. Donc ça fait monter un peu le prix du gaz, hein, le gaz russe qui va avoir du mal à trouver de nouveaux acheteurs. Et donc le gaz qui a énormément baissé, trop peut-être. On a eu déjà l'année dernière un hiver assez doux. On a toujours des hivers un peu plus doux dernièrement, donc ça n'aide pas, mais on a peut-être tellement baissé sur le prix du gaz aussi. Et on a eu pas mal d'investissements, notamment pour combler le pétrole, qui est une énergie un peu moyenne au niveau CO2, ce qui est moins le cas du gaz. Donc c'est peut-être une énergie qui devrait là aussi, avec les énergies renouvelables, augmenter en 2025. Donc on le voit. Et ce qui est important de noter, c'est ces niveaux clés techniquement sur le gaz, à savoir la moyenne à 200 hein, qu'on avait cassé ici en octobre 2022. Et depuis, à chaque fois qu'on y est revenu, alors on est passé ici quelques jours, hein, octobre 2023, un an après, mais finalement ça a été un échec. On l'a retesté en fin octobre, début novembre, échec. On le reteste ici janvier 2024, échec. On le reteste une journée en mai 2024, échec. On reste au-dessus 2 jours en juin 2024, échec. On le frôle en octobre 2024. On met des mèches au-dessus en novembre 2024. Et puis là, une clôture, 2, 3, 4, 5, 6 journées de clôture au-dessus de la moyenne à 200. Qui arrive quand même presque plate avec toutes les moyennes rassemblées. Donc sur le gaz naturel, il y a quand même pas mal de facteurs et d'indications qui nous disent qu'on pourrait avoir une augmentation du prix et donc des marges aussi éventuellement de certaines actions, de certaines valeurs en relation avec le gaz naturel. Donc comme d'habitude 2025, a priori on ira plutôt vers le haut et on pense forcément aux actions, alors soit pur gaz ou multitâche avec également une composante gaz qui pourrait en profiter avec des marges plus importantes sur les prix notamment. Pourquoi pas Total, pourquoi pas GTT notamment. L'or, c'est pas mal parce que là aussi on est en train de consolider et puis on met le temps.
La consolidation, elle est assez faible, hein, parce que la première grosse conso, on n'est pas revenu sur la moyenne à 200. On commence déjà à rebondir, à baisser en volatilité. Donc ça, c'est plutôt sain, c'est quelque chose de normal. Et plus on va comme ça consolider, mettre du temps, quand ça va repartir, on devrait avoir bien digéré et permettre une continuation de la séquence qui est haussière, donc une reprise vers le haut. Donc ce qu'on surveille éventuellement, c'est ça, hein, sur l'or, c'est peut-être fin janvier ou avant. Mais peut-être cette zone-là, hein, qui devrait être jouée, testée et cassée pour confirmer le mouvement haussier sur l'or, a priori. On n'a pas trop de mauvaises nouvelles sur le prix de l'or qui pourrait nous faire prendre les bénéfices à beaucoup de monde. Donc on reste haussier à moyen terme. Et puis l'argent, là aussi, on est sur des niveaux clés, à savoir cette oblique-là, hein, du mois de mai à juillet 2024. À chaque fois qu'on est revenu dessus, achat en octobre, achat en novembre, achat en décembre. Ici, on est en train de la jouer aussi et c'est en train d'être racheté, donc plutôt favorable aussi pour une continuation, hein, de la tendance haussière sur l'argent. On va regarder les grosses variations sur le CAC 40. Crédit Agricole. Je suis pas super fan de Crédit Agricole parce on a cassé ici, on a une petite phase ici de congestion qui était intéressante, hein, entre les deux obliques blanches, qui a été cassée assez fortement, retour sur moyenne à 200 et échec, on casse. Donc à partir de là, on n'est pas très serein, d'autant que les banquières américaines étaient quand même nettement plus plébiscitées que les européennes. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On tente les rebonds et on est en échec à chaque fois sur les 13,28. Alors on est racheté sur support, éventuellement un range, mais un range qui se fait sous la moyenne à 200, plutôt en période de dégradation. C'est pas terrible. Donc sur les bancaires, plutôt en mode observation, voire éviter. Alors, on va pas jouer contre non plus, parce qu'on n'a pas des signaux catastrophiques sur les bancaires, mais c'est plutôt, on va dire, rester à l'écart pour le moment, hein, tant qu'on n'arrive pas à revenir sur les 13,6 sur le Crédit Agricole Téléperformance. Le scénario qu'on a, il est toujours le même sur Téléperformance, c'est attendre qu'on ait des nouvelles de la boîte qui nous dit qu'elle arrive à utiliser l'IA, l'intelligence artificielle, pour les implémenter à ces solutions qui leur permettent de diminuer la masse salariale, donc d'avoir moins d'employés et de gagner en productivité, donc en marge. Ce qu'ont fait leurs concurrents, notamment Salesforce, et ce qu'arrive pas encore à faire Téléperformance. Malgré ça, on a quand même une baisse, hein, de la valorisation depuis plusieurs années, donc on arrive aussi à un niveau très faible. Donc on attend plutôt les bonnes nouvelles qui pourraient permettre un rebond du titre. Et le rebond, on l'a ici, hein, sur les 77,90. C'était le plus bas du mois de mars dernier. On a eu le rebond technique. Après, on a tout perdu. Donc là, on est sur le retest qui devrait permettre éventuellement un retournement. Et on a quand même quelques pics de volume. Alors c'était vendredi 20, donc cette semaine qui a commencé, on a quand même toujours les volumes ultra faibles. Faut pas s'attendre à des mouvements très forts. Mais si on a cette confirmation avec ces mouvements qui se confirment et aller retrouver les 88 et au-dessus, peut-être enfin, et surtout sur des annonces et des chiffres éventuellement de téléperformance pour jouer le rebond. Stellantis, pour moi, c'est toujours pas pertinent, hein. Tant qu'on est sous les 14, sous le gap baissier, il faut éviter, il faut jouer, je pense toujours, les chinoises, BYD, Geely, Xpeng ou Renault, qui semble la plus forte, hein, des européennes. On a également les américaines, on n'en parle pas trop, mais on en reparlera éventuellement si vous êtes intéressé par les américaines hors Tesla. Mais sur les traditionnels, oui, Stellantis, c'est compliqué, hein, donc plutôt toujours baissier. Et puis au niveau de ce qui marche pas, là aussi, Dassault Systèmes, c'est pas vraiment pertinent. On peut espérer quand même la fin de la baisse sur Dassault, mais ça reste neutre. Je pense qu'il faudrait attendre aussi éventuellement ça, hein, ce genre d'oblique à tester peut-être une troisième fois. Et puis sur cassure, on redeviendra positif, mais ça risque de mettre du temps. Eurofin, ils sont toujours au CAC 40. On se demande pourquoi. Non, c'est moche. Il n'y a rien à faire. Alors, c'est spéculatif parce qu'on a toujours des pourcentages quand même assez forts. Et c'est une valeur qui bouge beaucoup, mais qui peut se manger quand même un -10 du jour au lendemain avec les fonds, hein, spéculatifs.
Donc c'est super risqué cette valeur-là. C'est plutôt à trader en mode pari sur une petite ligne, mais surtout pas à s'intéresser en mode moyen-long terme sur ces valeurs-là. Et Renault, toujours plutôt positif, hein. On en a parlé du rapprochement entre Nissan et Honda. Renault qui possède des parts dans Nissan, qui devrait bien en profiter, éventuellement vendre une partie ou la totalité de ses parts. Et aussi la capacité à amener des investisseurs dans sa filiale électrique Ampère. C'est une des rares, hein, Renault, à être plutôt positive au niveau des constructeurs traditionnels. On vise toujours la zone bleue là, entre les 50 et les 60 pour prendre ses bénéfices ou monter les stops, on verra. Mais voilà. On va regarder. Alors oui, je voulais parler des semis et des sets magnifiques aussi. On va regarder peut-être très rapidement tout ce qui est un peu semi-conducteur. Pour voir que c'est plutôt moyen. On a un peu de baisse, mais qui sont pas vraiment marquantes, hein, sur les techs et les semis. On va commencer par... hop, ils sont où, Taïwan? Ils sont là. Intéressant, Taïwan Semiconductor, on voit quand même la tendance largement favorable. Là aussi, c'est la géopolitique avec le protectionnisme de Trump et éventuellement les embargos ou les taxes douanières qui vont compter. Mais on voit que malgré l'énorme poussée ces dernières années, et notamment cette année 2024, il n'y a pas eu de grosse prise de bénéfices. Et puis à un moment où on s'est dit on est allé trop haut, il y a toujours beaucoup de volume, il y a toujours beaucoup d'attentes sur tout ce qui est semi-conducteur. Et même si on a peut-être un peu trop valorisé à court terme, on a eu des retours. On va le voir sur notamment les constructeurs de machines qui permettent de fabriquer les semi-conducteurs, à savoir ASML Holding et ASM International. C'est fait, on a valorisé sur les 1000, on est revenu sur les 600, et après on commence à construire. Donc la baisse elle est actée, elle est faite. Maintenant on va jouer le 2025 et on voit que finalement on n'a plus trop de mouvement. On va attendre une reprise un peu plus forte, voir ce que va donner aussi la guerre États-Unis-Chine entre les deux parties, mais a priori, il y a toujours une grosse demande, hein, de la part de constructeurs, de la part d'NVIDIA, de la part des clients aussi d'NVIDIA, comme les sets magnifiques, hein, que ce soit Alphabet, Microsoft ou autres, et éventuellement aussi tout ce qui est médical qui vont en profiter, entre autres. Donc oui, toujours plutôt favorable. On voit pas encore le retournement et un mouvement haussier sur la tech et les semi-conducteurs, mais on voit surtout la fin de la baisse et le début de la phase de construction. Et on verra donc sur les chiffres de fin 2024, hein, quatrième trimestre, qui vont arriver début janvier, et les perspectives qui là nous donneront véritablement le top de départ ou pas sur le retournement et le retour des semi-conducteurs et d'une partie de la tech plutôt américaine, même si on a quelques techs françaises. On avait Ribert, hein, qui est à suivre et qui est plutôt toujours en embuscade, prêt à continuer sa hausse. On a parlé, Ribert, je crois que c'était par là, autour des 2,65. On est toujours sur les mêmes niveaux. On n'arrive pas à casser les 2,82, mais on est toujours très bien orienté. Donc, on voit que les plus fortes et les valeurs qui ont des tendances toujours positives n'ont pas inversé encore leur tendance. Donc, c'est toujours plutôt intéressant. On va regarder rapidement les 7 magnifiques, à savoir, ils sont tous rouges, hein, aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on disait, c'est plutôt des sous-vagues dans des vagues qui ne remettent pas en cause la tendance haussière. Alphabet, on a parlé de l'ordinateur quantique notamment, qui pourrait changer beaucoup de choses. Ah oui, là c'est le classe A. Alors moi je vais plutôt prendre une classe C. Classe A, on a surtout des droits de vote plus importants, donc c'est pas tellement quand on a... À moins d'avoir des millions et vouloir avoir des droits de vote pour peser sur les décisions d'Alphabet, on prendra plutôt la classe C, notamment pour les dividendes. Sinon, c'est pas tellement utile d'acheter la classe A. Donc classe C, bon, c'est la même chose, hein, les différences sont minimes. Donc Alphabet, oui, on a parlé de l'ordinateur quantique avec ce gap. Derrière, on va chercher les plus hauts, on bat les 192.
On est plutôt en train d'accumuler, on tient le gap. Et la tech, l'intelligence artificielle toujours, hein, le moteur peut-être pour 2025, même si on a un retour et qu'on comble le gap, ça sera je pense haussier long terme. Le dividende il est assez misérable, mais bon c'est le début hein, du dividende chez les grosses valeurs américaines, donc c'est pas encore très important, mais ça a le mérite d'être là. Toujours haussier hein, sur ces valeurs-là, on le voit en long terme. Sur Alphabet, donc oui, la baisse d'aujourd'hui ne veut pour moi pas dire grand-chose encore à ce stade. Amazon, c'est la même chose, on était encore sur des plus hauts à la mi-décembre. Et on voit que la tendance elle est très forte, hein, on met des gaps haussiers, on en met plein, on en met un ici fin octobre, on en met un fin novembre, on en met un début décembre. On est en train de consolider, mais finalement assez faiblement, et la tendance toujours haussière sur Amazon. Apple, c'est un peu mieux. On était sur les plus hauts jeudi dernier. On va peut-être retester les 236, qui serait un support et une zone d'investissement intéressant. Malgré le fait hein, qu'on ait eu des chiffres assez moyens, notamment sur les ventes de téléphones, Apple, ils s'en sortent pas mal. Et ils sont toujours haussiers à ce stade, donc pas de changement majeur, a priori, avant le 6 janvier également. Donc on voit que cette petite baisse, c'est toujours au-dessus de toutes les moyennes, notamment la moyenne à 20 jours, hein, qui pourra peut-être au niveau court terme nous faire changer d'avis, mais pour l'instant on est toujours largement haussier. Meta Platform, c'est Facebook, entre autres. Là aussi, c'est plutôt haussier. Alors même si ça construit, il n'y a pas grand-chose, il faudra refaire un peu les graphes pour y voir plus clair, mais le retest qui s'est déjà fait sur les 530-540, pas grand chose à dire. Ce qu'on peut voir surtout, c'est les volumes hein, très faibles en cette semaine, donc c'est pas forcément les plus marquants. Microsoft avec une annonce intéressante, notamment un rendez-vous qu'on pourrait avoir entre Bill Gates et puis forcément le chef de Microsoft, mais bon, Bill Gates et Donald Trump, et Microsoft qui a un peu moins de problèmes au niveau juridique pour éventuellement démantèlement qu'à Alphabet. Donc sur Microsoft, il y a un peu moins de risques, on va dire. C'est aussi un des leaders de l'IA et de la tech, toujours aussi avec leur système d'exploitation, donc forcément plutôt les gros à privilégier. Là aussi, on perd un peu, mais on revient sur le support. Et le support plutôt acheté, notamment les 420 $. On avait cassé le 2 décembre. Donc peut-être une zone ici de rebond de rachat pour confirmer la tendance. Enfin, moi, je suis toujours dessus et toujours plutôt favorable hein, sur Microsoft. Nvidia, alors le champion, qui a changé un peu toute l'année 2024, notamment sur le Nasdaq, qui est devenu une des plus grosses capitalisations. Et là aussi, on voit, alors oui, on perd 2,8, mais on est ici. Et finalement, on est dans cette phase de conso assez longue, au-dessus des 124. 124, on sera toujours positif. Hein, alors là, j'ai mis il n'y a pas de deuxième point, c'était pour avoir quelque chose d'à peu près parallèle, souvent le cas, hein, pour avoir des phases comme ça de consolidation à casser. Alors éventuellement, on pourra le mettre ici, ça me semble pas forcément très pertinent, mais c'est plutôt, on attendra peut-être un deuxième point ici avant une consolidation et un redémarrage peut-être fin janvier. Mais on le voit hein, que la baisse d'Nvidia elle est finalement assez faible par rapport à ce qu'on a gagné. On est toujours dans une phase haussière long terme. Et enfin Tesla. Alors moi, plutôt négatif sur Tesla parce qu'on a gagné tellement. On a fait du x2 depuis l'élection. On a même dépassé les x2 depuis l'élection de Donald Trump. Donc ça demande généralement... Quand on arrive à x2, il y a une partie ou la totalité des bénéfices qui sont pris hein, sur les actions, d'autant plus quand c'est des grosses capitalisations. Quand c'est des petites, on peut faire x2, x3, x5, x10. C'est pas rare. Sur des grosses caps comme ça, où il y a des milliards de capitalisation, c'est plus compliqué. On arrive à x2, il y a beaucoup de monde qui vont partir. Et ça commence déjà, on le voit, à s'essouffler. On va voir l'intronisation de Trump fin janvier, mais... on est bien haut au niveau MACD, on commence à voir du rouge un peu. Et puis la consolidation, où est-ce qu'elle va nous mener? Alors possiblement consolidation à plat, mais je pense qu'il y a tellement eu cet effet un peu
Trump et cette hausse rapide qu'on mérite probablement de revenir à minima sur les 384 et peut-être sur cette zone-là autour des 350, voire un peu moins, 313. Ce serait, je pense, quelque chose de sain pour le marché et pour Tesla avant de reconstruire et sur des nouvelles annonces gouvernementales éventuellement de repartir acheter Tesla maintenant après un x2 assez rapide. Ça me semble toujours un peu compliqué. Donc par rapport aux autres, je mettrais quand même Tesla un peu plus négatif en court terme et j'achèterais dans cette zone-là, hein, 313, 350 environ. Et puis il y avait quelques actions que je voulais revoir. Notamment Parrot, on avait parlé avec les abonnés, je crois. Elle est partie hein, juste après. On avait parlé sur les drones notamment. On avait une première alerte ici avec le gap et puis la phase de congestion. Le gap entre le 14 et le 15 novembre. La phase de congestion qu'on a cassée. Et on le voit, un gros chandelier. Hop, ici, inversion de tendance. Et on rattaque après avec du x5, x10, un peu moins. x7 aujourd'hui, plus 7%, pardon, aujourd'hui. Donc l'objectif, il était là, hein, de retrouver les 3,10 environ. Donc on s'en rapproche, on l'aura peut-être demain. Ce qui est intéressant, c'est de voir les volumes qui sont toujours en augmentation sur Parrot. Donc a priori, toujours en place, toujours tenir, hein, si vous êtes rentré notamment pendant cette phase de congestion. Et le jour où on voit des volumes un peu plus faibles, on pourra vendre ou mettre les stops, mais a priori le but c'est de venir taper ici les 3,13 et peut-être prendre ses bénéfices. Alors on a toujours le scénario incroyable d'aller chercher hein, le deuxième objectif ici, mais je pense que au moins la moitié hein, des bénéfices par là, ça serait intéressant parce qu'après on risque de revenir construire et ça sera un peu plus compliqué. Donc on a déjà bien monté hein, sur Parrot. Depuis la cassure ici, on en est à plus de 23%. Ça reste spéculatif. On avait une valeur que je trouve aussi à surveiller, notamment dans le secteur défense-guerre, c'est Dassault Aviation. Pourquoi? Parce qu'elle nous fait un peu, alors c'est jamais parfait hein, les figures, mais une figure un peu en losange, avec des plus hauts de plus en plus hauts, et puis après des plus hauts de plus en plus bas, et les plus bas de plus en plus bas, et les plus bas de plus en plus haut. Donc cette figure un peu en losange, qui, quand elle est cassée vers le haut, vers le bas, nous indique aussi la tendance, à savoir, on va casser par là, on ira vers le haut sur Dassault Aviation, et puis on casse un peu par là. Moyen, il y a toujours beaucoup de demandes hein, sur le secteur défense et aéronautique aussi, notamment sur Dassault Aviation. Donc un secteur géopolitique toujours un peu compliqué, qui serait plutôt favorable à Dassault Aviation. Et toute cette période-là hein, qu'on a eue, c'est plutôt intéressant à voir par où on va sortir et comment on va sortir. Si on sort avec des gros volumes, avec un gros chandelier ou deux sur plusieurs journées, ce sera un gros signal. Et je pense qu'il faudra s'investir sur Dassault. Donc pour l'instant, plutôt en mode observation, mais on voit que l'accumulation arrive probablement à son terme. On peut regarder aussi toutes les moyennes mobiles. Souvent, c'est assez intéressant de voir à quel point elles sont regroupées. Et là, à part celle-là, hein, la 150 jours, elles sont toutes regroupées ici en même pas 1% quasiment. On va chercher en 2-3% toutes les moyennes avec la 150. Là aussi, c'est intéressant de noter parce que généralement, on a des grosses poussées après ce rassemblement. On avait aussi... Alors moi je suis toujours sur Hermès, on va parler rapidement, hein, c'est ma plus grosse ligne actuellement, c'est toujours haussier. On arrive ici à l'inversion de tendance probablement demain, on verra. Là on est sur un niveau neutre. À voir comment on va consolider sur Hermès. Ce qu'on espère c'est quoi? C'est une consolidation à plat, à savoir ça, en gros, sur Hermès et un niveau MACD qui redescende. Auquel cas on pourrait rattaquer encore sur une annonce de la Chine éventuellement et le luxe qui va mieux. C'est plutôt mon scénario privilégié, donc je reste maintenant à court terme. Hein, vous savez quoi faire si vous n'êtes pas très optimiste sur le luxe, Hermès et la Chine. Éventuellement monter les stops, mais moi je pense que même si on revient par là, hein, le but c'est d'aller chercher toujours les plus hauts
porté par la Chine notamment. Imeris aussi, on en avait parlé avec les membres, notamment de cette zone-là, hein, du rebond sur les 26,7 et le rebond est en train de s'acter. Donc une rentrée qui se valide pour un rebond technique à ce stade, mais qui pourrait aller mieux. Là aussi, on est dans le secteur construction, mais pas que, hein, sur Imeris. On a vu avec les minières, il y a beaucoup de grosses baisses, hein, de valorisation ces dernières semaines sur les minières, que ce soit or ou un peu plus les minières un peu plus globales. On arrive là aussi sur des niveaux de valorisation super bas. Et puis le pic de volume, hein, évidemment, qui est si gros qu'on ne peut pas le louper. Et derrière ça monte. Donc là, sur Imeris, c'est quand même plutôt intéressant de jouer, hein, cet achat ici sur volume et de suivre pour tenter un retournement. Et puis il y en avait une dernière, hein, les valeurs abonnées que je voulais faire. Je la retrouve. Je la retrouve pas. Tant pis, j'en parlerai la prochaine fois. J'ai oublié. On va faire les valeurs abonnées. Navitas semi-conducteur, donc non, je connais pas, je les connais pas toutes. Je connais les plus grosses, les plus connues. Moyen, parce que on arrive, oui, sur des niveaux autour de 1 dollar, 2 dollars. Alors je crois que c'est aux yeux, ouais, c'est au Nasdaq. Mais on a eu quand même cette grosse réaction avec beaucoup de volume et ce rebond technique au-dessus de la moyenne à 200, donc pas mal. C'est intéressant, hein, de jouer peut-être ici ou à partir du 20 décembre aussi. Maintenant, on a parlé, hein, en début de vidéo un peu le secteur semi-conducteur. Donc ce qu'on voit, c'est surtout la fin de la baisse sur tout le secteur et le début de la construction. On le voit aussi ici, notamment depuis fin novembre. On arrête de baisser, ça ne veut pas dire qu'on va remonter en V, ça veut dire qu'on va mettre une période de construction. Et le problème, c'est de savoir combien de temps ça va durer et sur quoi ça va déboucher, parce que ces périodes-là, elles peuvent durer relativement longtemps sur des secteurs cycliques, avant de soit capituler, soit repartir. Donc il faut savoir déjà la temporalité qu'on joue, hein, sur les semi-conducteurs, et de voir aussi par quoi ils vont être portés, à savoir probablement Nvidia ou ASML qui vont nous donner des chiffres qui vont revaloriser le marché vers le haut ou vers le bas. Et donc la plupart des autres acteurs comme Navitas vont suivre le mouvement porté par les leaders. Donc oui, éventuellement, on peut jouer peut-être le rebond. Là, on est quand même sur des niveaux peut-être un peu hauts, un peu chers. Peut-être les jouer plus vers le bas, hein, parce on tire un trait à la moitié, on va acheter plutôt ça, plutôt que cette zone-là, même si on joue un retournement haussier. Ce qui est intéressant, c'est les volumes forcément qui sont là et qui dénotent quand même l'intérêt des investisseurs. Nucleus, alors non, je connaissais pas non plus. J'ai vu que c'était dans les... Non, c'est pas celle-là, dans les drones. On l'avait déjà vu, Nucleus, une fois. Donc oui, revendu rapidement, hein, une explosion. Donc c'est le genre de valeur un peu super spéculatif qui peut être intéressant à prendre relativement tôt, très tôt, à savoir ici, hein, quand on voit l'explosion, on peut jouer le lendemain ou le soir, et après c'est plus compliqué. Là on est déjà en train de revenir, mais c'est en train d'être accumulé ici, donc pourquoi pas sur une deuxième fois. Ce qui est pas terrible, c'est les volumes toujours, et on voit que les volumes sont en train de revenir un peu beaucoup plus bas. Moi j'évite de jouer comme ça quand on a déjà eu le premier pic de volume. Alors maintenant on rentre en spéculation pour jouer la deuxième vague, mais là aussi compliqué. Ondas, donc ça c'était celle-là sur les drones notamment, hein, et les données sans fil avec des drones automatisés. Là aussi, on voit des pics de volume et des retournements qu'il faut jouer plutôt au début. Alors ça ne veut pas dire que sur des deuxièmes vagues on puisse pas les jouer, mais ici on le voit, le gros pic de volume notamment du 29, le 2 décembre c'est revendu et on sent qu'il s'est passé quelque chose. Donc oui, toute cette zone là aussi éventuellement en mode spéculation.
Et derrière, ça repart. Et on est toujours au-dessus de toutes les moyennes. Mais plus on va attendre et plus on perd hein, les gros pourcentages et on se rapproche des résistances. Et ce qui est dommage ici, c'est qu'on est allé taper les 2,44 qui était le dernier plus haut qu'on n'avait pas cassé. Parce qu'à chaque fois, les derniers plus hauts, on les a cassés enfin, on les a jamais retrouvés. On fait des rebonds techniques toujours plus bas. 2,14, 1,94, 1,65, 1,35, 1,25. Ah, là, on commence à retester. Et puis là, dernièrement, ça y est, on a tout cassé. C'était un peu l'objectif pour moi, les 2,44. Donc, à partir de maintenant, ça me semble compliqué de rentrer, malgré le fait que là, on ait des volumes qui soient toujours plutôt importants. Donc, qui pourraient soutenir le cours pour une nouvelle envolée. Mais acheter au-delà des 2,44, c'est compliqué. Uranium Royalty, on attend toujours. On avait parlé ici hein, avec la belle journée du 5 décembre. Et finalement, échec. Donc on est toujours dans cette zone-là. Éventuellement à acheter avant de casser sur l'uranium. Probablement long terme, hein, mais Uranium Royalty, ils ont tendance à partir fort sur les annonces de résultats hein, quand ils donnent leurs chiffres. Donc éventuellement regarder la date de parution. Et puis Worldline. Là aussi, on en avait parlé notamment, alors je crois que c'était ici, le 2 décembre. On a atteint les objectifs, à savoir le comblage de gap ici qui n'existe plus. Et la moyenne à 200, parce qu'on a méché dessus. Donc à partir de maintenant, ça va devenir quand même moins intéressant. Et on va jouer plutôt le long terme. Donc si on veut jouer le long terme et le retournement effectif sur Worldline, il faudra plutôt acheter des zones un peu plus basses, peut-être ici. Décidément, peut-être ici, hein, autour des 7,60 environ. Et attendre surtout la consolidation qui va se mettre en place sur la valeur. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. On va continuer hein, ces prochaines semaines, enfin la semaine prochaine avec des volumes toujours assez faibles. Mais on surveillera les quelques grosses variations et puis les valeurs phares un peu du CAC et les valeurs américaines pour essayer de voir si on a des changements de tendance. Mais a priori, on n'aura pas de grosses annonces, je pense, la semaine prochaine. Et ça va reprendre hein, petit à petit avec les volumes un peu plus forts. Comme d'habitude, voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et puis les valeurs que vous voulez voir analyser, que vous avez en portefeuille ou que vous voulez acheter éventuellement, mettez-les en commentaire et puis on en parlera ici. Bon trade, à plus!